À la une, les stations-service prises d'assaut, réaction des Martiniquais en réponse d'un mouvement de grève des transporteurs annoncé pour la semaine prochaine. Pas de panique pour le moment, disent les syndicats. Il reste ouvert à la négociation avec la CTM. La Guyane, toujours en attente d'une sortie de crise. Les 1 milliard d'euros proposés par le gouvernement semblent insuffisants pour le collectif qui étudie toujours la proposition des agriculteurs sont montés à la préfecture de Cayenne dans l'après-midi avec du foin et des tractopelles. Le MoDem Martinique avec Emmanuel Macron, annonce faite ce matin par Max Orville lors d'une conférence de presse. Chantal Maignan du parti régionaliste martiniquais a quant à elle renouvelé son soutien aux favoris des sondages. Et puis la déception de Michel Motte-Mora, le boxeur martiniquais, a perdu sa ceinture de champion du monde hier soir au profit de Diaz Gallardo. Plus d'informations dans votre tranche info, à la fin de votre tranche info, dans le Sport Week-end avec Caril Chassol. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous suivre en direct depuis notre page Facebook. Faux départ donc pour les automobilistes aujourd'hui. Il y avait de longues files d'attente, de longues minutes pour accéder aux stations-service, conséquence d'un communiqué des transporteurs de marchandises prévoyant un mouvement pour lundi. Mais selon eux, aucun blocage n'est envisagé pour le moment. Aucune pénurie de carburant n'est donc à craindre. On fait le point avec Loïc Régis. La rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. La Sahara pourrait être bloquée lundi par les transporteurs. Depuis hier, les stations sont prises d'assaut par les automobilistes. Ici, à Fort-de-France, ou encore à Shellcher, les files s'allongent. Chaque fois qu'on voit une queue, on fait de l'essence. Moi, je fais le plein toujours. Je n'attends jamais que mon bac soit vide. À partir du moment que mon bac est moitié, je fais de l'essence. Les rumeurs, ça sert à rien. Ça fait de la pub pour les stations, ça remplit pour rien. Voilà, c'est ça. Mais tu es là quand même? Oui, je suis là quand même. Comme j'ai vu en sortant du travail, il y a des files dans toutes les stations depuis Port-de-France arrivé jusqu'à Chercheur. Donc je me suis dit, bon, tant qu'à faire, je vais faire un plein d'essence au cas où quoi. Dans la queue des automobilistes craignent la panne sèche. Un gasoil, mets le plein. Certains ont le bac presque vide. Pas le choix, il faut faire le plein. C'est parce que je suis presque sur la réserve. C'est tout. Si je pouvais ne pas venir là, je ne serais pas venue. Parce qu'il y a un mouvement de grève qui est annoncé. Travaillant dimanche, lundi, n'ayant plus d'essence, moi je pense que c'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Je ne fais pas d'essence parce que j'ai entendu la rumeur. C'est parce que j'en ai besoin. Pour le moment, les stations-service sont approvisionnées. Les clients sont servis normalement. Pas de quota, tout le monde peut faire le plein s'il veut. On a été approvisionné vendredi matin. Donc pour l'instant, donc on a de l'essence. il ne continue pas à s'exciter, mais bon, si ça ne vole pas, il en restera tout le week-end. Toujours mobilisée, l'intersyndicale des transporteurs joue cependant la carte de l'apaisement. Elle attend une reprise des négociations avec la CTM avant une éventuelle montée en pression. Nous n'allons pas bloquer les routes, nous n'allons pas bloquer la Sahara, nous allons justement remettre le courrier à nouveau à monsieur le président de la CTM pour engager à nouveau des séances de travail. Maintenant, comme je vous dis, nous sommes transporteurs. Si vous ne faites pas de mouvement, rien ne se passe. Si vous êtes journaliste, vous voulez faire une grève, vous allez faire quoi? Il n'y aura pas de diffusion à la télé. Nous sommes transporteurs. Si nous transportons de l'essence, on ne va pas transporter de l'essence. Et puis c'est tout. C'est clair. Dans ce contexte de panique générale, des mesures sont prises. Ce matin, la Sahara était ouverte de manière exceptionnelle. 41 camions ont été ravitaillés de 7h à midi. Et un de plus pour Emmanuel Macron. Ce matin, lors d'une conférence de presse, le MoDem Martinique a annoncé qu'il le soutiendrait comme candidat. Annonce faite par Max Orville. Chantal Maignan du parti régionaliste martiniquais a quant à elle renouvelé sa position. Elle sera également avec Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. On les écoute tous les deux au micro de Loïc Régis. Le programme de François Fillon était du moins il présentait un programme antisocial, très dur. J'avais une formule, je disais souvent avec François Fillon, on va mourir guéri. Bon, avec Benoît Hamon, on va mourir ruiné. Bon, eh bien, il faut que nous trouvions le juste équilibre. Il rassemble, il écoute. Et il veut travailler selon une philosophie, encore une fois, qui est d'écouter l'autre et de trouver la formule la plus adaptée. Quoi que vous fassiez en politique, on vous accuse toujours d'opportunisme. L'opportunisme politique est une forme d'intelligence politique. Nous attendions vraiment depuis très longtemps que le progressisme s'installe sur la scène nationale. Nous estimions que le binaire aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, n'avait plus de raison d'être. On n'est plus de droite et de gauche, puisqu'on est à la fois de droite pour le développement économique et de gauche pour la solidarité avec les plus pauvres. Donc en fait,
fait, le binaire est dépassé. Et il fallait vraiment entrer plutôt dans une répartition de conservateurs et de réformateurs. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Une librairie en plein air sur l'esplanade du théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France à l'occasion d'une rencontre entre écrivains et lecteurs depuis hier et ce jusqu'à cet après-midi. Le public a pu échanger avec près de 42 auteurs. Le reportage d'Anaïs Gall. Ici, des dizaines d'ouvrages illustrés pour les jeunes lecteurs, un patrimoine local que Christine tient à faire découvrir à son enfant. Ça permet aux enfants, quand ils ne sont pas nés en Martinique, de connaître les Antilles, de connaître leur culture. Sur l'esplanade, une quarantaine d'auteurs martiniquais sont venus à la rencontre de leur public. Une initiative portée par 3 écrivaines de Lille, dont Arlette Pujard. Objectif, donner plus de visibilité à la littérature locale. La population est surprise de voir qu'il y a autant d'auteurs en Martinique. Nous ne sommes pas tous sur place. Et ils sont contents de venir à notre rencontre et d'échanger avec nous sur nos écrits et de voir qu'il y a une diversité. Il y a la littérature enfantine, il y a également des essais, il y a aussi des romans et de la bande dessinée. Donc nous sommes vraiment pluriels. Une pluralité d'autant plus frappante dans les réalisations de Chantal Notre-Lait. Français, créole, espagnol, des récits multilingues que l'auteur propose également en braille. Les enfants qui sont aveugles ont accès à des livres qui sont excessivement chers et qui ne parlent pas de l'environnement local. Donc je suis partie sur une histoire avec une maman colibri qui a ses 2 petits. Elle fait visiter la Martinique et la famille des colibris. Il peut toucher et avoir une impression de à quoi correspond ce dessin. Si les visiteurs se montrent un peu timides ce matin, certains ont tout de même fait le déplacement. C'est le cas de Georges, membre de la Société des poètes et artistes de France. Elle est venue par solidarité. Je pense d'ailleurs qu'on ne fait pas suffisamment pour ces écrivains que l'on ne connaît pas souvent. Et c'est pourquoi au niveau de notre association, de l'ASPAF, nous faisons des manifestations tous les 2-3 mois en présentant un écrivain et un artiste. Pour de nombreux auteurs martiniquais, le marché de l'édition est encore compliqué à pénétrer. S'ils ne se découragent pas, Pascal Ecanville reste lucide sur les difficultés de la profession. Il faut retrousser les manches et des fois même venir torse nu, si j'ai envie de dire, tellement il faut retrousser les manches. Parce qu'encore une fois, c'est une question de visibilité, c'est une question de présenter le produit et encore une fois, je le redis, si on n'a pas les librairies qui jouent le jeu pour des séances de dédicaces ou encore des événements comme celui organisé aujourd'hui, ça reste difficile d'être visible. Même des auteurs édités, des fois, ont du mal à être vus. Donc ceux qui sont auto-édités, ils doivent encore doublement, enfin il faut redoubler d'efforts en fait. Au programme de ces 2 jours, conférences, lecture de contes, démonstrations de marionnettes et même rap. Une rencontre d'auteur à lecteur que beaucoup espèrent reconduire très bientôt. Direction la Guyane qui traverse une crise, vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant. Le gouvernement a fait une annonce aujourd'hui, près d'1 milliard d'euros sur la table pour différents projets de développement. À Paris, aujourd'hui, 300 personnes étaient réunies à l'appel du collectif des associations guyanaises de l'Île-de-France. Le slogan « Nous bon ça » a donc été repris par les manifestants. Le reportage d'Éric Dupuis. Cette fois-ci, c'est au cœur de Paris qu'ils ont décidé de se rassembler une semaine après une première mobilisation en banlieue au Blanc-Mesnil. Ces Guyanais de région parisienne veulent montrer leur soutien total à la population locale. Aujourd'hui, nous parlons d'une même voix pour dire que nous bloquons ça. Il faut qu'on prenne en compte toutes les problématiques de la Guyane. En étant présent ici, on soutient tout le mouvement qui se passe et le collectif guyanais. Nous sommes des Guyanais, Guyanaises, et notre devoir c'est d'être présents, d'être là avec eux. Pacifiste, ce mouvement n'a pas souhaité être soumis à une quelconque récupération politique. Alors quand le candidat à la présidentielle Philippe Poutou s'est présenté, il a gentiment été mis à l'écart. Voilà, on comprend très bien les raisons de la colère, on comprend cette envie de relever la tête et de se battre pour imposer une vie plus juste. Et donc nous, on tient à dire qu'on soutient complètement cette bataille-là. Dans la foule peu d'hexagonaux, mais Gaëlle vit en Guyane où elle ne rentrera qu'en juillet, avec l'espoir de voir évoluer la situation. Frustrée de ne pas pouvoir être là-bas à leur côté surtout. Voilà. Je pensais qu'on serait un peu plus nombreux vu que Paris c'est une grosse ville et c'est vrai qu'on n'est pas très nombreux là aujourd'hui.
Alors que les ministres vont revenir à Paris, le collectif compte bien garder la pression sur le, voire les gouvernements dans un futur très proche. Nous, on essaiera en tout cas de peser sur cette élection présidentielle-là par rapport à notre problématique pour interpeller celui qui deviendra le prochain président de la République française. Et parmi les participants à ce rassemblement, il y avait aussi des Guyanais qui auraient dû être en Guyane au même moment, mais qui sont bloqués à Paris à cause du manque de liaison aérienne avec Cayenne. Et le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, a donc regagné Paris. La ministre de l'Outre-mer est donc restée pour les négociations. Nous reviendrons sur cette information avant la fin de cette édition. Restez avec nous à suivre dans votre JT des communes du samedi. Ce soir, Fort-de-France, le quartier de Morne-Calebasse, où sont originaires de gros noms de la Martinique. Reportage avec des jeunes et des anciens qui maintiennent la vie du quartier. Et puis une visite guidée de la forêt de Montgérald, située en partie à Morne-Calebasse, un écrin de verdure qui abrite de nombreuses espèces de plantes à découvrir. Mais d'abord, l'invité de ce journal, Lydia Chardon. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pianiste, concertiste, mais surtout directrice des festivals musiciennes. Alors, je dis des festivals, parce qu'il y en a plusieurs en Martinique, en Guadeloupe et également en France métropolitaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce festival, ces festivals? Tout est parti de l'île d'Ouessant, au large de Brest, dont l'appellation légendaire est l'île aux femmes. De tout temps, en effet, les femmes ont géré l'infrastructure économique, matérielle, morale, mais surtout spirituelle de l'île. Il n'y a pas si longtemps encore, la présidente de notre association, qui abrite toujours les festivals sur place, n'était autre qu'une femme qui est habilitée par l'évêché de Quimper à célébrer les offices. Voilà. Et puis, ma carrière de pianiste a fait que j'ai été invitée à jouer en Guadeloupe en 2008. Et tout comme à Ouessant, 20 ans plus tôt, j'ai eu un coup de foudre incroyable quant à la force tellurique du territoire et des gens, bien sûr, parce qu'il faut aimer les gens pour avoir envie de créer un concept. Enfin, c'est au départ, donc ce sont des festivals féminins. On pourrait même dire que ça se résume en 3 lettres. FMI, féminité, musique, insularité. Et puis, ça s'est ouvert ici, en Guadeloupe, en Martinique, aux autres artistes guadeloupéens, martiniquais, du monde entier, ou sur les îles également. Et j'ai eu envie qu'il y ait une symbiose entre la musique classique et les harmonies caribéennes. Alors justement, c'est le principe de ce festival. On a bien compris également que les femmes étaient au centre de ce festival. Et justement, on propose aux téléspectateurs de regarder un extrait. Voilà pour cet extrait. Alors, Fabrice Di Falco, dans les Canciones Negras de Montsavache. Alors, vous avez parlé de femmes dans ces festivals, certes. Donc, Fabrice Di Falco, voix de Castra, extrêmement connue, et qui chantera d'ailleurs demain à l'Espace Sonate à 16h, qui est depuis le début invité dans les festivals guadeloupéens et martiniquais. Alors, également au cœur de ce festival, c'est le mélange de la musique classique et des rythmes caribéens. Vous dites également que le zouk, par exemple, ou les autres musiques écoutées aux Antilles, ont des liens avec la musique classique. Oui, mais tout comme le jazz, les racines même, c'est dans la musique classique. Alors de toutes ces alliances improbables où je mélange un style pan qui joue une toccata en ré mineur réécrite avec l'orgue, ou encore un style pan, un style band même, avec un quintet avant dans un concerto brandebourgeois, ou demain Stella Gonis, tambouillaise, qui va accompagner, se joindre à Atahualpa Ferli et moi-même dans le concerto d'Arandres.
de Rodrigo, eh bien, ça donne des harmonies, des sons, des émotions qui me semblent être à nul autre pareil et qui relient surtout toutes les nations dans un seul et même partage. C'est important ce que je vous dis parce qu'en cette époque où les ayatollahs du désespoir veulent anéantir le monde, il me semble que seul l'art, la culture peut sauver le monde. Je vous dis ça, donc j'ai l'impression parfois avec mes artistes que nous sommes des militants vraiment pour la paix à travers notre travail. Alors en tout cas, cette vision des choses, donc rapprocher la musique classique et les rythmes caribéens, c'est peut-être aussi une façon de s'adresser à un public qui était peut-être un petit peu écarté de ce genre de musique, notamment de jeunes, et vous avez organisé des rencontres dans le cadre de ce festival. Quel est vraiment l'objectif de ces rencontres ? Ça fait partie, alors il ne s'agit pas naturellement d'aller dispenser des cours magistraux de musicologie, non, ce n'est pas le but. C'est plutôt le but, c'est de contextualiser des œuvres qui appartiennent à votre culture. Ce sera de Farinelli, puisque ces rencontres ont lieu avec Fabrice Di Falco un petit peu partout sur le territoire guadeloupéen, en collaboration avec le rectorat, de Farinelli au premier opéra noir Porgy and Bess. Et surtout, c'est faire toucher du doigt ce que ces œuvres nous racontent de l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup. On rappelle donc le Festival des musiciennes en Martinique, Espace demain, Sonate. 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang Zabrico. Il faut que je lise parce que ça n'est pas encore en moi. Et un numéro de téléphone de référence 06 96 17 48 59. Une autre petite chose importante, nous touchons toutes les ethnies qui composent un territoire. Il y aura une petite chinoise, non pas une enfant prodige, une enfant prodigieuse, c'est mieux que cela, de 12 ans. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La disparition de Raymonde Cabrimol, dite Montoy, elle est décédée hier à l'âge de 82 ans. Elle qui avait été une figure marquante des événements de février 74, une révolte des travailleurs de la banane qui avait été réprimée dans le sang et causé la mort de 2 ouvriers à la suite d'une mobilisation historique. Cette information, en bref, des travaux de fauchage demain entre 6h et 14h sur l'autoroute au niveau de l'aéroport Aimé Césaire. La vitesse sera limitée à 50 km/h. La plus grande prudence est demandée aux automobilistes. Et puis cette alerte météo vigilance jaune pour mer dangereuse en Martinique à partir de ce soir, minuit dans le nord Caraïbe. La prudence est également de mise. C'est l'heure de retrouver votre JT des communes, je vous le disais tout à l'heure, direction Morne-Calebasse à Fort-de-France avec les jeunes du quartier et la visite de la forêt de Montgérald qui se trouve sur le territoire de ce quartier. On rejoint tout de suite Hubert Bornil. Bonsoir à toutes et à tous. Nous vous emmenons dans l'un des quartiers les plus emblématiques de Fort-de-France. Morne-Calebasse est né autour de l'habitation d'Ilon, un quartier issu des différentes vagues de peuplement de la ville, situé à l'est de Fort-de-France. C'est un endroit qui a vu naître de nombreuses personnalités du monde artistique, des personnes issues du patrimoine local, à l'instar d'Eugène Mona. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. On se souvient de la fameuse chanson Mango Vert. Gros plan sur Morne-Calebasse. On vous le disait dans le lancement, Morne-Calebasse a abrité de nombreux personnages qui sont entrés par la suite dans l'histoire, des personnages célèbres, reconnus pour leur savoir-faire. À l'exemple de la rue qui porte le nom de Paul Legros, qui a été l'un des premiers fabricants de tambour d'Ibas, musicien d'Eugène Mona. D'ailleurs, nous sommes face à la maison où Eugène Mona a vécu durant de longues années. Voyons le reportage et les témoignages recueillis par Guy Raphaël Rodé. Avenue Eugène Mona, l'une des voies principales de Morne-Calebasse. Ici sont concentrés la majorité des commerçants.
Axel s'y est installée en janvier dernier. Elle a repris l'activité de ses parents. Il faut dire que j'ai grandi dans ce snack-restaurant-là. Donc j'ai passé une bonne partie de mon enfance. Et j'ai voulu reprendre ce restaurant pour y mettre quelque chose d'un peu plus nouveau, de dynamique, quelque chose qui me ressemble aussi. C'est vraiment pour essayer de dynamiser le quartier parce que bon, c'est vrai que depuis mon enfance, c'est un quartier qui est un petit peu malheureusement éteint. Mon projet, ce serait vraiment de mettre en valeur ce quartier et voilà, apporter un souffle nouveau. Un quartier au sein duquel l'ancien et le moderne se côtoient. Il abrite notamment l'une des premières imprimeries de l'île, la première salle de culturisme de Martinique, la distillerie Dillon, l'un des moteurs de l'économie de la zone. À la rue de la Flûte des Mornes, cette épicerie fait de la résistance. C'est la dernière des 9 petits commerces d'alimentation générale à survivre à Morne-Calebasse. Ma grand-mère l'avait au début et puis mon père a repris à sa place et puis depuis voilà, c'est mon père qui tient sa petite boutique, c'est la dernière. De temps en temps quand je peux, je viens l'aider. Un lieu centralisateur où jeunes et moins jeunes se rencontrent. Ils font le mercredi après-midi, nous tristes. Alors imaginez où ils font un mois, ils ont congé. Nous tristes, nous comprenons ça, il faut prendre congé. Mais là, ils font pour un mois, nous tristes. Depuis boutique là, nous tristes en quartier. C'est boutique là qui a animé le quartier. C'est une boutique qui n'est passé 40 ans qui est en quartier. Parce que moi, je l'ai vu depuis petit moment, je connais cette boutique là. Un quartier populaire au sein duquel Eugène Mona a vécu et s'est éteint en 1991. Il occupait cette maison à la rue Paul-le-Gros du nom d'un fabricant de tambours. Et en sillonnant le quartier, nombre de noms de rues font référence à ses chansons. La rue Ciano ou la rue Bois-Brilé. Dans sa partie nord, un escalier particulier, celui des 144 marches qui relie Morne-Calebasse au quartier Mout. Un chemin principalement utilisé aujourd'hui par les collégiens scolarisés à Corridon. Et puis ce mur de soutènement construit après le terrible glissement de terrain de mai 2011. Un quartier riche de son histoire et de son patrimoine culturel qui évolue entre tradition et modernité. Conseiller municipal depuis 2001 et originaire de Morne-Calebasse, Patrick Honoré a rassemblé quelques éléments de la jeunesse du quartier. Lors de la création du lycée La Pointe des Nègres, en fait, Césaire a demandé que les personnes puissent habiter autour de l'usine Dillon, l'habitation Dillon. Ici, dans les années 60, on va dire 59 plus précisément, et que les personnes de Tetzaco, de Montpigeon sont venues habiter, la plupart, majoritairement, sont venues habiter autour de l'usine. Et c'est comme ça où est né le quartier Morne-Calebasse. Plus récemment, on a eu la naissance de Montgérald dans les années 82, ce qui fait que Morne-Calebasse est issu de l'habitation Dillon, Montgérald est issu de Morne-Calebasse. À la fois rural et urbain, Morne-Calebasse est un quartier de la mixité sociale où la population est estimée à environ 3500 habitants. Allez, maintenant nous vous proposons un bol d'air. Nous allons à la forêt de Montgérald, un endroit situé sur plusieurs quartiers, dont Morne-Calebasse. Un endroit peu connu du grand public, mais en tout cas une étendue de forêt de plus de 22 hectares qui abrite plusieurs espèces végétales. Visite signée Guy-Raphaël René. Au bout de la rue Louis Domergue, un écrin de verdure que beaucoup ignorent, la forêt de Montgérald. On est dans une forêt mésophile. En fait, c'est une forêt sèche, en même temps, c'est une forêt humide. Et aujourd'hui, là, nous sommes à l'entrée même de la forêt. Et ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir une biodiversité exceptionnelle. Avec une superficie de 22 hectares, elle s'étend sur plusieurs quartiers, comme ceux de Morne-Calebasse au nord et Montgérald, l'extension la plus récente de Morne-Calebasse du côté est. Une forêt qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux, d'insectes et plusieurs arbres majestueux comme ce fromager, à l'origine de plusieurs légendes ancestrales. Autour de cet arbre-là, il y avait une organisation, des hommes qui faisaient des rituels, on va dire magico-religieux. Et ce rituel-là, en fait, ce n'était pas donné à n'importe qui, en fait, d'accéder à ce rituel-là. Parce qu'il y avait non seulement qu'il y avait une connaissance à avoir, et puis savoir aussi à quel moment qu'on allait faire ce rituel-là. La forêt est traversée par la rivière Monsieur. On va dire que c'est la frontière entre Montgérald et Voie-de-Ville. D'après ce qu'on dit, elle prend sa source à Bonbourg-du-Champ. Et cette rivière-là, elle traverse Fort-de-France et elle descend, son embouchure, c'est à Boga-Plage. Son eau était valorisée et acheminée jusqu'à Morne-Calebasse via ce canal qui lui aussi traverse toute la forêt.
ce canal-là arrive jusqu'à l'usine Dillon. Ce qui fait que ce canal-là traverse de manière souterraine la rue de Montgérald, le domaine de Montgérald, et passe sous la terre. Et en fait, ce canal-là arrive jusqu'à la distillerie Dillon. Un lieu peu fréquenté par les riverains qui est tombé dans l'oubli au fur et à mesure des années. Mais la municipalité foyalaise a l'intention de le réhabiliter. Le projet qu'il y a ici, en fait, c'est d'abord déjà protéger ce site. Parce que vous avez une biodiversité exceptionnelle. Déjà de protéger cette biodiversité. Et puis aussi de faire un petit parcours de randonnée pédestre. Et puis, bien sûr aussi, utiliser cette pharmacopée. Un havre de paix au cœur de la capitale qui, malgré son hostilité apparente, devrait, avec un peu de temps et quelques aménagements, s'ouvrir aux riverains qui, comme Patrick, aspirent à se réapproprier du terrain de jeu de leur enfance. Et pour parler encore plus en profondeur, en mieux, de Morne-Calebasse, je suis avec un authentique Martiniquais, Alain Légarès, que beaucoup de générations ont connu. Conteur aujourd'hui, on dirait que c'est un prince de l'oralité. En tout cas, Alain Légarès, merci. Merci en chien, d'Iris Souvenois, d'un quartier où je crois que tu as vécu toute ta vie ici. Non, je n'ai pas vécu toute ma vie ici. Tu es parti au Gaumont avant? Oui, je suis né au Gaumont. J'ai laissé le Gaumont avec mes parents. Mais coïncidence bizarre quand même, je suis né près d'une usine, l'usine Coville, à 150 mètres de l'usine, à Bagatelle, au Gaumont. Lorsque les parents sont descendus avec leurs autres rurales, parce que tout ça, on ne va pas faire, on savait que tout était les usines qui donnaient à manger, tout le monde travaillait dans les usines. Je suis descendu à Fort-de-France. D'une usine à l'autre? D'une usine à l'autre, je suis arrivé à habiter à Volga-Plage, qui était Volga-Plage, mais pour moi, Volga-Plage, c'était Dillon et Châteauboeuf, pour la bonne et simple raison que là où se trouve la cité Dillon, c'était que de la canne. Que de la canne arrivée jusqu'en Californie, partout c'était de la canne, et puis il y avait l'usine de Dillon. Alors j'ai laissé, je suis sorti près d'une usine, et je suis descendu à Fort-de-France. En ce temps-là, Thibault-Lhomme, la campagne, quand descend en ville, vous vous rendez compte, c'était un événement. Morne-Calebasse. Ah ouais, on descend en ville, Foyal, en ville, et qu'est-ce que je constate, je suis près d'une usine. Alors avec tout ce que j'ai connu près d'une usine, et puis toute la vie qui est liée à cette usine. Alors tu aimes dire que cet endroit est un endroit chargé. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Moi je dis chargé parce que pour la bonne et simple raison, c'est que près d'une usine, il y avait tout ce qu'il y a comme martiniquais, comme tradition orale, et puis le côté mystico-religieux de notre culture se trouve autour de l'usine, avec toutes les confrontations, parce que la Sainte-Touche, c'est-à-dire toutes les quinzaines, lorsqu'il y avait la paye des ouvriers, la boutique se trouvait sur le territoire de l'usine, il appartenait au Béquet, les crédits et tout. Et ce soir-là, c'était le jour qu'il y avait les dominos. Il y avait à manger, il y avait dominos. Domino, belote, baccarat. Non, pas du belote. Mais baccarat. Il y avait baccarat, boîte 4, et puis marseillaise, domino, sebi, et surtout le damier. Et du damier qui se faisait, à rencontrer tous les gens qui venaient se mesurer à l'enfance. Il y avait quelque chose de merveilleux que j'ai toujours aimé. Il y avait ça près de l'usine, et près de toutes les usines que j'ai connues, il y avait toujours ça. Alors, Morne-Calebasse, c'était un endroit chargé d'histoire, chargé de souffrance, chargé aussi de joie et de gaieté. Parce que des fois, c'est là où j'ai entendu les... On me dit que Césaire, c'était l'un de ses quartiers préférés. Oui, parce que Césaire était obligé d'aimer ce quartier, parce que c'était l'usine qui amenait cette chaleur, qui amenait cette rencontre, parce qu'on avait des gens de toutes les communes qui ont entouré, en plus Sainte-Thérèse et Châteauboeuf, et surtout Morne-Calebasse. Parce qu'à Morne-Calebasse, ce qu'on appelle Morne-Calebasse, c'était, lorsque nous sommes là, nous sommes sur le terrain populaire qu'il y a à Kmout, de l'autre côté sur le terrain Annais. Alors, autour de l'usine, ça emmenait des gens pour travailler. En plus, il y avait le port aussi qui emmenait les gens. Alors, vous avez la classe populaire, ce qu'on peut appeler la classe populaire, était entourée cette usine et entourait tout Châteauboeuf, Montmorisseau et Volga-Plage. Tu as connu aussi une longue expérience avec Eugène Mona. Oui, Eugène, lorsqu'ils nous sommes connus, il avait 14 ans. Il avait 14 ans, on était pratiquement du même âge, et on jouait au football ensemble, et puis ça nous a drivé ensemble. Parce qu'il y avait cette rivière qu'on appelle la rivière Monsieur, c'était ouais, ça soulageait tout le monde, on pêchait là-dedans, des écrevisses, la pierre, tout ce qu'il y avait. On mangeait bien, on n'avait pas de problème il n'y a pas de problème de manger en ce temps-là. Puis on était cyclique.
Et dans ces circuits qu'on attendait l'arrivée d'un fruit, d'un truc, c'était toujours une joie. Avec Eugène, mais j'ai connu Eugène qui sont de vos clans enthousiastes et tout. Il a toujours aimé la musique. Et on a passé un moment donné avec Eugène comme frère, je ne sais même pas quoi dire, c'était plus qu'un frère. On a des souvenirs tellement... Très bien. Aujourd'hui, si on parlait de ce qu'est devenu Monde Calebasse, ça fait mal au cœur, c'est ça? Non, je ne pense pas. Non, je ne suis pas passéiste. Bon, je n'ai pas dit qu'il fallait être comme nous étions avant. Je dis passer avant était bien. Chaque génération emmène avec lui ses rêves, ses moments et puis son évolution. Ce qu'il y a, c'est que le quartier est devenu très âgé. Et puis les jeunes qui étaient autour, leurs familles, ils sont partis un peu vivre soit à la campagne, soit en France, un peu partout. Et le quartier est devenu très âgé. Et comme le quartier est devenu âgé, autant bien que la cité et les hauteurs de Monde Calebasse, alors, étant donné que le quartier est devenu très âgé, c'est que les souvenirs s'en vont, la mémoire s'en va. Et comme la mémoire s'en va, il n'y a pas eu de lien entre cette jeunesse et de 1960 et les anciens qui étaient là en 40. Moi, je crois que c'est simplement dû à notre conception d'être martiniquais. Alain Légarès, en tout cas, merci pour cet éclairage. On a pu brosser en quelques minutes un beau tableau de ce qu'est Monde Calebasse. Il reste encore, je sais, beaucoup à dire. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est déjà arrivé à son terme. Merci de nous avoir accueillis dans ton quartier. Merci à vous tous. Merci Jean Monde Calebasse. Merci à toute la Martinique. On se retrouve la semaine prochaine dans un autre lieu pour d'autres aventures. Très bonne soirée. À bientôt. Voilà pour ce JT des communes. Revenons maintenant sur l'une des informations principales de cette édition, la crise en Guyane et ces 1,85 milliard d'euros annoncés par le gouvernement, par les ministres à la mi-journée pour financer une série de mesures d'urgence. Une réponse aux revendications accueillies avec beaucoup de prudence par les collectifs. On voit cela avec Kathleen Bilascopette, Marie Tricot et Guillaume Bacoul. Dans cette chemise, les documents qui consignent les réponses du gouvernement aux revendications du peuple guyanais. 1,85 milliard d'euros mis sur la table, répartis dans les secteurs de l'éducation, des infrastructures, de la santé. Parmi les volets importants, un soutien exceptionnel à la CTG, fragilisée par une fusion mal préparée selon la ministre sous le précédent quinquennat. L'État versera à la CTG 9 millions d'euros pour compenser en 2017 le transfert aux communes de la part produite de l'octroi de mer à hauteur de 27 millions d'euros. Le gouvernement portera la part de la CTG dans le fonds de compensation du RSA à 50 millions d'euros en 2017, alors qu'il était prévu à 14 millions d'euros auparavant. Donc, nous sommes sur un montant de 150 millions d'euros. Enfin, nous transformerons le prêt de 50 millions d'euros de la CTG en dotation exceptionnelle, ce qui permettra à la CTG de payer les factures, ses fournisseurs, les entreprises, et permettra ainsi de relancer et soutenir les petites entreprises guyanaises qui sont en attente de ce flux financier. En matière de sécurité, la construction d'une prison à Saint-Laurent-du-Maroni a été notamment actée, ainsi que des renforts humains. Le ministre s'est engagé à assurer le suivi permanent de ces mesures. La mise en place spécifiquement ici, en Guyane, d'un état-major de sécurité qui suivra cela et me rendra compte en temps réel, en temps utile, à la fois de l'évolution de la situation, mais aussi des décisions supplémentaires qui peuvent éventuellement s'imposer. L'épilogue donc de négociations marathon. Pourtant, à la sortie des débats, les membres du collectif restent sur leur faim. C'est pas acceptable. En tous les cas, les annonces qui ont été faites
sont très minimes. Les premières annonces qui ont été faites en qualité de sécurité, dans le point de vue sécurité, ne correspondent pas aux revendications, aux attentes des Guyanais. Ils ont juste annoncé des choses qui existent déjà. Renforcement d'effectifs, mettre encore plus de moyens, c'est pas ce qu'on demande. Il y a des choses qui ont été demandées depuis des années, qui n'existent pas et on veut la mise en place de ces choses-là. Sur le parvis de la préfecture, les manifestants ont attendu de longues heures pour connaître l'issue des discussions. Et là aussi, le sentiment de déception domine. Notre pays mérite mieux que ça, quoi. On a suffisamment de richesses pour que, en fait, le pays soit autre que ce qu'on nous donne aujourd'hui. Ce sera impossible de lâcher prise sur l'avenir de la Guyane. Ils savent exactement combien ils doivent mettre sur la table. S'ils doivent mettre 10 € et puis ils mettent 2 €, on ne va pas accepter ça. Pour vous, ils doivent mettre combien sur la table? D'après les négociations, plus petit que la France doit mettre sur la table, c'est 10 milliards. Le ministre de l'Intérieur, Mathias Fekl, est reparti cet après-midi vers l'Hexagone. Erika Barretch, elle, reste en attendant la réponse des 500 frères. Et toutes nos excuses pour la qualité des images. Par ailleurs, des agriculteurs ont manifesté cet après-midi devant la préfecture de Cayenne avec leurs tractopelles et du foin pour demander le versement des aides. On écoute Brice Epailly, membre du syndicat FSDCEA. La seule vraie avancée qu'on a, c'est au niveau de la création d'une SAFER où l'État s'engage du coup à mettre 500 000 € dans le pot pour financer le capital de démarrage de la SAFER et la CTG s'est engagée pour l'instant à mettre 250 000 € également sur ce point-là. Ensuite, il y a un deuxième point où on a avancé, c'est que l'État s'engage à financer la création d'un pôle technique et financier au sein de la Chambre d'agriculture à hauteur de 370 000 € par an. On peut dire que ce sont des points satisfaisants. Donc pour l'instant, ce sont des propositions, elles ne sont pas encore actées et donc on attend qu'elles soient définitivement actées. Et puis, pour ajouter une autre information, sachez que le port de Dégradé-Cannes a été libéré par les transporteurs de marchandises après l'annonce en Guyane donc du CNES qui a remis en route vers l'Hexagone 2 camions toupies. C'était l'une des revendications des transporteurs de Guyane. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette crise sociale en Guyane. Restez informés, connectés sur nos sites internet. À suivre le Sport Week-end avec Carré Chassol. À tout de suite.